Dans les Lumières à l'âge du vivant, dans mon livre, je reprends le diagnostic d'Adorno et d'Horkheimer dans leur livre La dialectique de la raison, mais je le reprends seulement partiellement. En effet, ils ont raison de souligner qu'il y a une rationalité instrumentale qui naît, moi je dirais, à la modernité tardive, et ils en font la genèse. Et de manière assez juste. C'est-à-dire qu'il montre que la raison, à partir du moment où elle est au service de l'individu dans ce qu'il a de particulier, parce qu'elle n'est plus, je dirais, l'organe de l'universel, contrairement à ce qu'elle était chez Rousseau ou Kant, elle se vide de tout contenu et elle devient une simple fonction de performance. Et naît une raison qui est identifiée au calcul et qui va donc donner naissance à des phénomènes qui souligne les contradictions de la modernité et son caractère destructeur, c'est-à-dire le totalitarisme, la bureaucratisation. C'est une raison, je dirais, qui s'ampute de sa dimension morale. Et dans les mêmes années, à peu près, Husserl, en 1935, dans sa conférence de Vienne, souligne bien le danger du réductionnisme, du scientisme, de ce positivisme qui s'accompagne aussi d'un comportement positiviste, au sens où vraiment, eh bien, les êtres ne voient plus les fins pour lesquels ils font des choses. Donc ce rationalisme instrumental, qui s'explique pour des raisons historiques aussi, et dont Horkheimer et Adorno font la genèse, eh bien, il donne naissance donc, au totalitarisme, à la quantification, à la réification, etc. Mais je dirais qu'on aurait tort de penser que les Lumières elles-mêmes sont responsables de cela, que le ver était dans le fruit. Car, et je le disais tout à l'heure, la rationalité chez Kant, chez Rousseau et tant d'autres, elle est ce qui me met en rapport avec les autres, avec l'universel ou l'universalisable. Elle n'est pas séparée de la dimension morale et les techniques elles-mêmes sont adossées à un projet d'émancipation. Donc on n'est pas dans une technique illimitée, on n'est pas où les moyens s'inversent en fin. On n'est pas dans cette raison devenue folle qui donc devient folle justement à la modernité tardive. Ce que moi j'essaie de faire dans mon livre, et là je me sépare des pères fondateurs de la théorie critique Adorno-Horkheimer, c'est que je montre qu'il y a une double amputation de la raison, celle dont nous venons de parler, qui donne naissance au rationalisme instrumental, mais une amputation plus originaire qui vient, selon moi, de la séparation entre la civilisation et la nature, du dualisme nature-culture, d'une séparation radicale entre l'humain et les autres vivants, qui ouvrait un cycle maudit lié à cette manière de refouler la vulnérabilité et la communauté de destin que nous avons avec les autres vivants, cette amputation originaire de la raison fait corps avec l'Occident. C'est peut-être le vice de notre civilisation qu'il s'agit d'extirper. Et les Lumières, évidemment, l'ont aussi. En tout cas, le projet de maîtrise hérité des Lumières, parce que les Lumières sont très diverses, pensons à Rousseau encore une fois ou à Diderot, eh bien ce projet de maîtrise hérité des Lumières, qui pense la liberté comme arrachement à la nature et sépare l'humain des autres vivants, eh bien effectivement, selon moi, il a induit il a fait que la raison est a été prise dans les raids de la domination, laquelle est une triple domination, comme disent Adorno-Horkheimer, c'est-à-dire qu'elle est domination des autres, sociales, mais aussi domination de la nature à l'extérieur de soi, des autres vivants, et domination de la nature en soi. Donc répression, selon moi, de la corporéité et de l'altérité. Et donc, du coup, j'ai fait cette genèse, cette double genèse du nihilisme, en montrant que si l'on veut sauver la raison de cette logique destructrice, et la destruction de la raison est aussi la destruction de la liberté et la liquidation de la civilisation. Si on veut sortir de cela, eh bien, il faut justement procéder à un remaniement très profond des cartes mentales et sortir justement de ces dualistes nature-culture. Et donc, si vous voulez, le maintien, parce que moi je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, les principes des Lumières ont tout à fait du sens aujourd'hui. Je veux dire, la liberté, l'autonomie, le fait que nous sommes à la source du sens, que ce n'est pas que l'ordre social n'est pas fondé sur l'hétéronomie ou sur des traditions ancestrales indiscutables, le fait d'organiser la société
sur la liberté et l'égalité, donc de promouvoir une société d'égaux et non une société hiérarchique qui se reposerait sur des préjugés essentialistes justifiant l'asservissement d'une partie de l'humanité par l'autre. 3, l'unité du genre humain contre le nationalisme et surtout le racisme et la xénophobie. Et enfin, la rationalité, qui est quand même la raison, qui est en allemand Vernunft, qui vient de faire recevoir, qui n'est pas calcul, qui est aussi, qui est évidemment possibilité d'organiser le réel, mais qui a une fonction législatrice qui permet justement de penser nos activités en les subordonnant à des fins, à ce que nous voulons faire de notre vie et au projet de société que nous avons. Donc voilà, et je pense que ces piliers ont toujours du sens, mais aujourd'hui, paradoxalement, si on veut les renforcer, au moment même justement où ils sont menacés par les anti-lumières qui veulent établir une société contraire à celle des Lumières, une société théocratique, hiérarchique, eh bien, il faut paradoxalement remettre en question les fondements dualistes et anthropocentristes des Lumières. Donc procéder vraiment à ce remaniement des cartes mentales. Et moi, enfin, la spécificité de mon travail dans ce livre, c'est d'avoir parlé du fait que notre société, eh bien, ce qui la régit, c'est ce que j'appelle le schème de la domination. Et le schème, c'est la matrice, c'est un dispositif dynamique qui est lié à l'ensemble des représentations, conscientes et inconscientes, qui orientent les choix économiques, politiques, qui déterminent nos désirs, nos aspirations, colonisent notre imaginaire. Et pour moi, justement, c'est ce schème de la domination qui fait le lien entre des phénomènes apparemment différents, totalitarisme, communisme, capitalisme, etc. Donc ce n'est pas seulement une critique du capitalisme, c'est plus profondément la destitution d'un schème. Et d'abord, il s'agit de l'identifier comme tel pour pouvoir donc justement en sortir. Et c'est en ce sens-là que les nouvelles lumières, puisqu'elles sont nouvelles, puisqu'elles supposent de dépasser les fondements anthropocentristes et dualistes des lumières passées, eh bien, supposent un saut et un remaniement à la fois intellectuel, psychique et aussi, évidemment, une restructuration au niveau économique et politique pour justement rendre possible un nouveau modèle de développement correspondant à un autre schème que j'appelle le schème de la considération, qui suppose que la reconnaissance de la valeur propre de chaque être, mais aussi la préservation du monde commun, qui est composé des générations passées, présentes, futures et du patrimoine naturel et culturel, sont les critères de la justice. D'abord, je vais définir en 2 mots la phénoménologie. Elle est née au début du XXe siècle, c'est Edmond Husserl, le père fondateur. Et la phénoménologie, c'est vrai, est un peu l'aboutissement des Lumières au sens où les Lumières ne commencent pas au XVIIIe siècle, mais au sens où Socrate en serait peut-être le premier, le père fondateur. C'est-à-dire que c'est la pensée réflexive, le rapport critique au présent, le doute. Et la phénoménologie commence par l'époquée, la suspension époquée de l'attitude naturelle qui est le fait d'adhérer à des représentations, à des croyances, sans savoir que ce sont des croyances. Donc il y a une mise à distance de ses propres perception de ses propres représentations ou préjugés, et y compris de la manière dont on voit les choses, donc même y compris à travers les données des sciences, donc mise à distance, un retour aux actes de conscience qui permet de justement d'avoir un regard sur les phénomènes, et la manière dont les phénomènes se donnent ou pas est révélatrice de leur sens. Exemple, on peut constituer un objet, on fait le tour d'un objet, de la table, on peut avoir une définition dans le dictionnaire et comprendre l'essence de la table, etc. Mais un être humain, autrui, eh bien, je ne peux jamais en faire le tour, je vois son corps, il m'apparaît, je l'entends, mais je ne peux pas le constituer, il échappe à mon pouvoir de constitution, et donc, justement, il n'est pas non plus réductible à un concept, à son genre, c'est pourquoi Lévinas dira il a un visage. Donc, vous voyez que c'est une méthode de description des phénomènes qui part de
de la manière dont il se donne à ma conscience ou pas, pour dégager des horizons de sens que bien souvent l'attitude naturelle, la routine ou les sciences qui objectivent le réel, eh bien ces horizons de sens sont masqués. Donc il s'agit de réveiller ces couches de sens. Et alors vous voyez que c'est une méthode rationnelle, mais qui permet non pas d'avoir une vision surplombante, d'une raison arrogante, qui assignerait les êtres et les choses à une place, et à une fonction, mais ou qui les réduirait à leur fonction, comme dans ce moment réductionniste que comportent les sciences, qui est toujours une manière de réduire, par exemple, le vivant à sa composition physico-chimique, et c'est nécessaire pour agir sur lui, mais ce faisant, on est dogmatique si on croit que c'est ça le vivant. Donc du coup, il y a une manière, si vous voulez, d'interroger le réel sans assigner une seule place, une seule signification aux choses. Et ça permet justement, et après Husserl, Lévinas, Merleau-Ponty au XXe siècle approfondiront cette méthode pour penser surtout des phénomènes qui échappent à ma maîtrise, à ma conscience, par exemple la vulnérabilité, la fatigue, la mortalité, tout ce qui m'arrive, mais sans que je puisse le maîtriser, autrui, ça c'est Lévinas, mais aussi le corps et les animaux, dont Merleau-Ponty, dans les années 40, dit qu'il s'agit d'autres existences qui mettent en forme le monde. Donc du coup, à partir du moment où je décris les choses et les êtres en étant attentif au fait qu'ils mettent en forme le monde, au fait qu'ils ont un comportement signifiant, qu'ils sont des intentionnalités qui mettent en forme le monde, eh bien, je suis capable d'appréhender la diversité, voire l'hétérogénéité des formes de vie, voire de culture. Donc vous voyez que la phénoménologie, en ce sens, rénove la raison, le rationalisme, le sort de cette position arrogante et abstraite et surplombante qui justifie toutes les critiques qu'on lui a adressées, puisque c'est vrai que cette raison aveugle aux différences a été attaquée, ou l'universalisme qui était lié à cette raison arrogante a été attaqué par les postmodernes pour de très bonnes raisons, parce que les féministes et les postcoloniaux ont tout à fait raison de dire que les Lumières passées s'abritaient derrière de grands principes soi-disant universels pour imposer un mode de vie, une culture, et mépriser d'autres cultures qu'elles jugeaient inférieures. Donc ce rationalisme surplombant était hégémonique. Avec la phénoménologie, on a l'occasion de sortir du réductionnisme des sciences, dont Husserl dit « les sciences sont des habits du réel qui peuvent le déguiser ». Elles deviennent dogmatiques quand on pense que les outils pour voir le réel, de les interroger de manière scientifique, sont la réalité. Il faut que, justement, ne pas couper la raison de ce qu'il appelle le monde de la vie, Lebenswelt, le sol intersubjectif qui est composé de tout. Il ne faut pas sortir d'une raison instrumentale, mais aussi cette manière d'interroger le réel est une école de l'attention, est une école aussi permettant d'appréhender cette hétérogénéité des accès au réel. Et donc, du coup, ça permet de garder la raison, mais de promouvoir un universalisme en contexte, parce qu'on aura des structures. Moi, tout mon travail de livre en livre, depuis plus de 10 ans, est une manière de décrire l'humain, pas seulement comme liberté, mais dans sa corporéité, c'est-à-dire à la fois dans les phénomènes passifs, qui soulignent sa vulnérabilité, mortalité, fatigue, douleur, souffrance, mais aussi en tant qu'il vit des choses, des nourritures naturelles et culturelles, qu'il est dépendant des autres humains et non humains, des écosystèmes, qu'il mange, qu'il habite quelque part et cohabite toujours avec les autres vivants. Et cette description de l'humain pris dans sa corporéité et la matérialité de son existence fait surgir des structures de l'existence. Donc on n'est pas dans des valeurs subjectives, mais on n'est pas non plus dans une sorte d'objectivité scientifique qui serait naïve. Donc la phénoménologie évite deux écueils. Le relativisme, tout est valeur, les valeurs se valent, on n'a pas de repères, et une sorte d'objectivité, d'objectivisme naïf, comme si les choses existaient indépendamment d'une conscience qui les regarde. Donc du coup, là on a quelque chose, on a vraiment une méthode et qui permet de promouvoir, donc d'avoir des repères, et pour moi de penser, j'en ai tiré des conséquences politiques, puisque à partir de cette description
de l'humain dans sa corporéité, je faisais surgir un sujet toujours relationnel, toujours en rapport avec la nature et les autres vivants, y compris les animaux, et qui donc, à partir de là, si on reconstruit l'association politique sur ce sujet, non pas individuel, hors sol, mais pris dans sa condition terrestre et charnelle, bien les conséquences, c'est que, évidemment, la sécurité entre nous, hein, la coexistence pacifique des libertés et la réduction des inégalités restent des fondements de l'État, des finalités du politique, mais l'écologie et le rapport aux animaux, la justice envers les animaux, s'invitent au cœur du contrat social. Donc ça, c'est vraiment important. Donc moi, la phénoménologie, je trouve que pour toutes ces raisons, et aussi parce elle permet de promouvoir un universalisme en contexte et latéral, et je reprends l'expression à Merleau-Ponty dans Cygne, c'est-à-dire qui n'est pas surplombant, mais qui suppose qu'il y a plusieurs couches de sens, plusieurs perspectives qui peuvent être appréhendées diversement. Elle rénove le rationalisme et la chance d'un universalisme non hégémonique. Et ce n'est pas rien, surtout dans le contexte actuel où on a vraiment deux écueils. Le relativisme, tout est relatif, il n'y a que des particularismes. Or, nous avons besoin de repères aujourd'hui pour avoir un projet commun et pouvoir lutter contre l'économisme, relever le défi climatique, etc. Et puis l'autre écueil, c'est des valeurs dites surplombantes, mais qui seront celles d'un groupe et qui vont être imposées avec violence. Donc ça, pour moi, la phénoménologie est vraiment, pour tout un tas de raisons, mais celle qui, en tout cas, explique ce que j'ai pris à la phénoménologie, en particulier à Lévinas, et à Merleau-Ponty et à Husserl, eh bien tout cela, c'est vraiment une école de l'attention et quelque chose d'extrêmement important pour aujourd'hui, au cœur des lumières nouvelles que j'essaie de promouvoir. L'écologie, c'est un mot qui est très beau et dont il faut saisir la profondeur. Oikos, éco, foyer des terriens, même racine au passage que économie, et logos, rationalité. Eh bien, l'écologie, c'est la sagesse de notre habitation de la Terre, qui au passage est toujours une cohabitation avec les autres humains et non humains. Donc l'écologie, elle est plus que les écosystèmes, elle est plus que le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Bien sûr, l'écologie implique de s'attacher à sa dimension environnementale, comme disait Guattari, donc associée à la lutte contre le réchauffement climatique, à la préservation des écosystèmes, etc. Mais elle a aussi une dimension, dit-il, sociale, c'est-à-dire qu'elle interroge nos modes de production, l'organisation du travail, la répartition des ressources, la répartition des fardeaux, de la pollution et de la dépollution. Et enfin, elle a une dimension mentale, comme il dit si bien dans les trois écologies, à savoir qu'elle implique que tout ce remaniement structurel et ces changements, ces réponses qu'on doit apporter pour lutter contre le réchauffement climatique et réorganiser les modes de production, eh bien, il est adossé à une évolution des représentations, et notamment de la représentation de l'homme dans son rapport aux autres vivants et à la nature. Au lieu de nous penser comme un empire, dans un empire, pour reprendre la belle expression de Spinoza, eh bien, l'humain est amené à prendre conscience de son interdépendance, de sa dépendance à l'égard des autres vivants. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire avec mes outils propres, en particulier phénoménologiques, c'est-à-dire en articulant l'écologie à une réflexion sur la condition humaine, considérée l'humain considéré comme liberté, bien sûr, mais dans sa condition terrestre et charnelle, eh bien, l'écologie devient un chapitre central de la réflexion sur la condition humaine et au lieu d'être secondarisée, d'être extérieure à nos vies, à notre existence, elle est au cœur justement du sujet et donc de la politique. Parce que je dirais qu'il y a eu deux écueils. Enfin, il y a eu un écueil qui a été partagé finalement par les philosophies de la liberté, de Hobbes à Rawls, en passant par Kant, sont des pensées évidemment magnifiques auxquelles nous devons beaucoup. Nous ne dirons jamais assez tout ce que nous devons à la philosophie du sujet qui a permis les droits de l'homme, c'est-à-dire qui, pour pouvoir accorder une égale dignité à chaque personne et fonder un État sur la liberté et pas sur la religion, a dû forger cette fiction théorique d'un individu coupé de ses appartenances et penser abstraction faite de ses appartenances. Donc ce qu'on appelle l'individu, pensée comme liberté. Mais donc elles sont formidables ces pensées. Mais ce faisant, on a gommé la dimension relationnelle et charnelle du sujet et les philosophies
de la liberté, qui pensent la nature comme un décor de l'histoire ou un tremplin pour notre existence, ne permettent pas de relever les défis climatiques, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, etc. Et donc parce qu'elles sont basées sur ce dualisme nature-culture, pour de bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises. Donc. Et d'un autre côté, les éthiques environnementales qui sont nées, notamment dans le monde anglo-saxon, dans les années 70, les écocentrismes qui partent du tout, si vous voulez. Eh bien, une action est bonne quand elle préserve le tout, l'oikos, etc., l'écosystème. Elles ont un défaut, c'est qu'elles exilent l'écologie en coupant finalement l'écologie de l'humanisme. Or, moi, ce que j'essaie de faire, donc elles reconduisent le dualisme ancien, nature-culture, qui appartenait aux philosophies de la liberté. Donc moi, j'essaie d'articuler l'écologie à l'existence pour montrer justement que l'écologie n'est pas seulement une question d'arbres, d'écosystèmes, même si c'est évidemment fondamental, puisque quand l'air est vicié, que l'eau n'est pas potable, eh bien, nous ne pouvons pas vivre. Des conditions sanitaires, on le voit aujourd'hui, extrêmement liées à la dégradation des écosystèmes. Mais vraiment, il s'agit vraiment de faire de l'écologie, de montrer le fait qu'elle est la condition de notre existence et que le rapport aux autres vivants est aussi une question de justice, c'est-à-dire que nous devons assigner des limites à notre bon droit au nom du droit des autres vivants à exister et des générations futures à bénéficier d'un environnement sain. Et cela remanie profondément à la fois la philosophie du sujet et aussi, évidemment, cela a des implications politiques majeures au niveau du contenu même du contrat social, au niveau en tout cas des finalités de l'État. Donc voilà, donc, tout doit partir, me semble-t-il, d'une définition assez profonde de l'écologie, qui en souligne et qui dépasse les dualismes. Parce qu'une autre chose, quand on parle de paysage, le paysage c'est un regard sur le lieu, pour ainsi dire. On n'est ni dans le nature, ni dans le culturel, on est dans les deux. Et moi, dans les nourritures, philosophie du corps politique en 2018, j'étais partie de l'alimentation, qui est un fait social total, à la fois biologique, culturel, individuel, collectif, qui a une dimension affective, qui a une dimension éthique et politique, puisqu'en mangeant, je dis, j'ai un impact sur les autres vivants, les animaux en particulier, si je fais couler leur sang ou pas pour me nourrir, et sur les personnes qui produisent les nourritures. Donc du coup, on voit qu'il faut vraiment penser au-delà de ces dualismes, nature-culture, corps, esprit, individuel, social et même biologique et culturel. Disons qu'il y a beaucoup de caricatures sur les Lumières. Parce que d'abord, on les pense comme une, alors qu'elles sont très diverses. Le livre d'ailleurs d'Antoine Lilti, qui est un historien des idées, l'a bien montré, l'héritage des Lumières, c'est vraiment une diversité des Lumières. Mais il y a effectivement des piliers, comme je disais au début. Et puis, les Lumières aussi, c'est non pas une époque, un continent, mais une attitude, un regard critique sur le présent. Ça veut dire que c'est un processus toujours inachevé par lequel une génération se saisit, regarde son époque et essaie de définir ses défis et ses tâches pour réorienter le devenir et dire que l'avenir n'est pas clos à l'avance. Mais il y a des contresens quand on fait par exemple de Descartes finalement le responsable des abattoirs ou de la bombe atomique. Enfin, c'est très sommaire. Pour lui, la technique doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais c'est surtout pour allonger la durée de la vie qui est assez courte à l'époque. Il y a vraiment des ruptures technologiques, il y a des ruptures historiques dont il faut tenir compte. Et puis, je le disais tout à l'heure, le progrès jusqu'au XVIIIe siècle était adossé à un projet d'émancipation. Donc voilà, il y a ces caricatures qui expliquent des... Mais moi, vous avez vu, je fais une autocritique des Lumières parce qu'elles partagent quand même souvent ce dualisme nature-culture. Et puis, il faut aussi prendre au sérieux les critiques des postmodernes, postcoloniales et féministes qui... si vous voulez, ont bien vu que le rationalisme et l'universalisme d'antan reconduisaient la domination. Ça, c'est vraiment important, mais je dirais que les postmodernes ont tendance à jeter le bébé clos du bain et à parfois reconduire la domination qu'elles dénoncent en opposant blanc, noir, femme, homme, ce qui n'a pas de sens. Mais c'est vraiment important de faire une autocritique des Lumières. Et c'est vrai que les courants écologiques, les activistes écologistes ont tendance à vouloir
mépriser la raison, mais parce qu'on ne voit pas que la rationalité n'est pas calcul, elle n'est pas seulement quantification. La raison, ce n'est pas l'intelligence artificielle. La rationalité que nous avons, c'est aussi un regard dans ce qui est. C'est aussi, voilà, donc ça c'est un peu le travail du philosophe, que de remettre les choses à leur place, en rétablissant, en allant contre les contresens historiques et aussi en... Voilà. Mais on comprend ce que les écologistes critiquent, c'est l'ère de la quantification, c'est le capitalisme financier qui est une irrationalité rationnelle, je dirais.